préparatifs plutôt fêtes de l'indépendance. Le ciel, tour à tour changeant, puis le soleil triomphant de cette journée marquant l'anniversaire de la révolution algérienne, reflétait exactement l'état d'âme des Algériens, de cette foule nombreuse venue assister au défilé monstre organisé par notre gouvernement. Après le défilé de ce matin, ce soir à 18h, un immense meeting avait lieu place des Martyrs. Les participants de ce grand meeting paraissaient unir les officiels et la foule nombreuse qui était massée sur la place tout autour, ainsi que sur les balcons et les terrasses. Soutenus par des refrains et des chants patriotiques composés dans les cellules noires des prisons, l'enthousiasme était grand et les applaudissements nourris. Toute une foule bariolée, toute une masse humaine, que la brise fraîche de la mer agitait de la même façon qu'elle agitait les multitudes de petits drapeaux verts et blancs, était la même que celle qui, depuis hier, continue une ronde folle de joie dans les rues de la ville en fête. Toute cette foule était bien sûr canalisée et le service d'ordre était impeccable. Et à 18h exactement, les personnalités arrivaient et cérémonieusement, le peuple a écouté les discours prononcés du haut du balcon du Cercle du Progrès qui, pendant de longues années, était le siège des oulémas et où les oulémas avaient tenu leur congrès annuel en face de la grande mosquée illuminée que le président du conseil, c'est donc, en face de la grande mosquée illuminée que le président du conseil s'adressa à la foule. Derrière lui, dans la salle du cercle, étaient groupés 200 personnes, ministres, députés, journalistes, membres de délégations africaines, arabes, chinoises, européennes, présentes à Alger. Avant que M. Belbela ne prenne la parole et n'apparaisse à 18h10 au balcon décoré d'ampoules multicolores et de drapeaux algériens, marocains, tunisiens, libyens et égyptiens, Kider, secrétaire général du bureau politique, prononça une brode en arabe et en français pour souhaiter la bienvenue aux autres étrangers et les remercier de l'aide apportée à l'Algérie dans sa lutte pour l'indépendance. Dans son discours sur le plan intérieur, M. Ahmed Belbela rappela les objectifs déjà exposés dans son discours d'investiture. Industrialisation, lutte contre l'érosion, aide à la reconstruction. Au point de vue extérieur, la lutte anti-impérialiste sera menée aux côtés des peuples encore sous le joug colonial. D'autre part, a ajouté M. Belbela, nous devons former un bloc avec tous les pays du Maghreb, étape avant l'unité arabe et africaine. Évoquant ensuite son voyage à Cuba, il exprima son admiration des réalisations de ce pays et termina son discours par un appel à la jeunesse, aux jeunes intellectuels, pour qu'ils fassent preuve de leur énergie et de leur foi dans l'avenir de l'Algérie.
Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Je dis la rénovation à tous égards, mais très justement, vous avez voulu que celle-ci commence par le commencement, c'est-à-dire par nos institutions, et c'est pourquoi me voilà. Et je dis la fraternité, parce que vous offrez ce spectacle magnifique d'hommes qui d'un bout à l'autre, quelle que soit leur communauté, communient dans la même ardeur et se tiennent par la main. Eh bien, de tout cela, je prends acte au nom de la France. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cela signifie qu'il faut ouvrir des voies qui jusqu'à présent étaient fermées devant beaucoup. Cela signifie qu'il faut donner les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas. Cela signifie assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Je l'ai connu d'abord du point de vue professionnel parce que nous habitions, tout au moins nous avions nos bureaux professionnels dans le même immeuble, lui, oui, sa pharmacie, moi, mon bureau d'administrateur judiciaire, et notre ennemi commun, si je puis dire, était notre propriétaire, Madame Maury, qui nous envoyait du papier bleu, du papier d'huissier, tous les mois pour augmenter les loyers. Et je le vois encore venant me voir avec ce papier à la main, en me disant « Maître, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et moi, lui disant « Écoutez, ne vous cassez pas la tête, c'est pas grand-chose. » Alors ça, c'est le lien professionnel. Et à côté de cela,
J'étais très ami, un ami de classe de son adjoint le plus direct, Mahmoud Sidi Moussa. Mahmoud, qui avait avec moi des liens très étroits, m'a dit un jour, écoute quand même, je voudrais te présenter Ferhat Abbas, parce que, il me semble que c'est important et intéressant, et deux, parce qu'il souhaite faire ta connaissance. Et c'est comme ça que nous avons lié connaissance amicalement, grâce à Mahfoud. Et ceci s'est passé à peu près aux alentours de l'année 1950, et je suis resté très proche de lui à partir de ce moment-là. Voilà. Nous avons beaucoup discuté du sort de l'Algérie parce que je faisais déjà partie de ce groupe de gens qui voyaient peut-être un peu plus clairement que beaucoup d'autres. Et la réputation qu'il avait, c'était d'avoir eu une attitude extrêmement courageuse au cours après, si vous voulez, la capitulation de la France, entre 1940, si vous voulez, ou 41, et 1943, date à laquelle les Américains ont débarqué en Algérie, pardon, et ont pris le pouvoir avant l'arrivée du général de Gaulle. Et de tous les côtés, on disait d'une façon très, comment dirais-je, pas très jolie, que les Arabes avaient eu une attitude extrêmement mauvaise, extrêmement hostile à l'égard de la population juive. Et moi, je savais que c'était inexact, parce que j'étais très proche de la population arabe, et un jour où nous parlions de cela avec Ferhat, il m'a dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais raconté. Et Mahfoud vous en a parlé, je le sais, Mahfoud Sidi Moussa, et moi je vais vous confirmer ce qu'il vous a dit. À la fin de l'année 40, au début de l'année 41, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus des dates, j'ai été convoqué à Alger par le gouverneur général Châtel pour me parler, en gros, de la population musulmane, de ce qu'elle désirait et de ce qu'elle souhaitait. Je suis allé bien sûr à ce rendez-vous et nous avons parlé de tout ça pendant un certain temps. Et à la fin du rendez-vous, lorsqu'il me raccompagnait à la sortie de son bureau, Ferhat m'a dit, à ce moment-là, il m'a dit, écoutez, c'était le gouverneur général Châtel, finalement, bon, si la population musulmane se soulevait contre les juifs, s'il y avait bon, des choses qui tournaient à l'aigre, bien sûr, la police et l'armée interviendront, mais vous aurez tout le temps nécessaire pour agir comme vous voulez. En clair, il m'offrait la tête de la population juive sur un plateau d'argent. Et ça, je n'ai pas accepté ce cadeau empoisonné et je le lui ai dit. Voilà ce qu'il m'a dit et je n'ai aucune raison. Un beau matin, l'un de mes clercs est venu dans mon bureau et m'a dit « Maître, il y a un officier de la LN qui désire vous voir. » Bien, qu'il entre. Et j'ai vu un officier d'un certain âge, aux cheveux grisonnants, qui s'est excusé de me déranger et qui m'a dit que le président voulait me voir, puisqu'il était de passage à Sétif et qu'il était là pour quelques jours et qu'il désirait me voir. C'était bien sûr avec plaisir que j'allais revoir un ami, malgré les circonstances quand même un peu extraordinaires. J'ai donc pris rendez-vous avec lui et 1 ou 2 jours après, je me suis retrouvé dans le bureau qu'il occupait dans une villa réquisitionnée à son profit qui se trouvait, on appelait ça à Sétif le faubourg de la Gare. Et là, nous avons longuement discuté sur un certain nombre de points.
Le premier a été de me dire, j'ai appris que vous vouliez partir, et pas question, vous restez, ce pays est le vôtre, si vous désirez quelque chose, je suis prêt à vous nommer ce que vous voulez, ambassadeur, préfet, n'importe quoi, mais on a besoin des pieds noirs en Algérie. Ne partez pas, restez là. Nous avons donc longuement discuté, je lui ai expliqué la pagaille invraisemblable qui commençait à régner dans le pays, et pagaille qui, à mon avis, ne pouvait que s'amplifier. Je lui ai même dit que, à mon grand regret, il serait peut-être le Kerensky du régime. Ça n'était pas son avis. Il pensait qu'il arriverait à dominer la situation. Nous avons donc longuement bavardé du futur, de la liaison de l'Algérie par un biais ou par un autre à la France, des liens qui pouvaient être établis, de leur nature politique, économique, tout ce que vous voulez. Et au bout d'une heure ou deux d'entretien, nous sommes arrivés au constat que, en ce qui me concernait, je pensais que c'était trop tard, qu'il n'y avait rien à faire. Nous avons donc pris congé, j'ai donc pris congé de Flahat, et je n'ai jamais plus revu. Alors je dois ajouter que quelque chose qui montre l'intérêt qu'il avait pour moi, c'est qu'effectivement, quelques semaines après, bon, j'ai pris le train, tout simplement, pour aller de Sétif à Alger, parce que j'avais réussi à liquider mon cabinet d'administrateur judiciaire et rendre mes dossiers au tribunal. J'avais en gros réussi à arranger toutes les affaires que je pouvais avoir, y compris celles des autres qui m'étaient confiées. Et mes bagages étaient enregistrés. Je suis donc allé à la gare en taxi. Et là, sur le coin du quai, j'ai vu arriver le même officier qui était venu dans mon bureau et qui m'a dit le président m'a demandé de vous accompagner. C'était peut-être pas quelques semaines, c'était peut-être quelques jours, parce que les souvenirs sont quand même lointains. Il m'a dit le président m'a demandé de vous accompagner à Alger pour vous faciliter votre départ. Donc pendant 4 ou 5 heures de train, tout seul dans ce compartiment de train, nous avons encore discuté. C'était un homme intelligent, cultivé. Il a essayé encore une fois de me persuader de ne pas partir. C'était trop tard. Arrivé à Alger, à la gare d'Alger, il m'a accompagné jusqu'à la sortie. Il m'a dit, écoutez, je connais votre adresse, vous me l'avez donnée, je connais votre téléphone. Voilà une carte qui vous indique où vous pouvez me joindre. Si vous avez le moindre ennui, appelez-moi et tout sera s'arranger. Et puis il est parti de son côté, moi du mien, et tout cela s'est terminé.